Alors, il y a une question qui m'a été posée récemment et même si c'est pas une question qui m'est posée très souvent, c'est pas la première fois qu'on me pose cette question et je trouve que même si vous n'êtes jamais posé cette question, c'est une réflexion qui est intéressante et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de la ramener ici dans cette vidéo pour vous, futurs sophrologues ou jeunes sophrologues. Pour contextualiser, donc la question de cette personne portait sur l'examen, précisément de l'IFS, donc l'Institut de formation à la sophrologie, il y a différentes parties de cet examen et une exigence pour accéder à l'examen, c'est le fait d'accompagner deux personnes. Donc les candidats à l'issue de la formation vont proposer des séances de sophrologie à deux personnes différentes et elles doivent écrire ce qu'on appelle un exposé racontant ce qui s'est passé durant les accompagnements, etc. Et racontant bien sûr l'évolution du sophronisé, mais surtout ses propres ressentis par rapport à cet accompagnement. Le jour de l'examen, donc, le membre du jury qui sera face à ce candidat aura lu l'exposé en amont et va poser des questions au candidat. Le sujet, donc les deux personnes qui ont été accompagnées ne sont pas présentes le jour de l'examen, elles ne donnent pas leur avis, on ne sait pas ce qu'elles pensent. Enfin, on ne sait que ce que le sophrologue a dit à propos de ces deux sophronisés. Mais le sophronisé lui-même, il ne l'est pas écouté à aucun moment. Et donc, cette personne me posait la question, on n'écoute que la version du sophrologue et le sophronisé. Si le sophronisé n'a pas aimé ou il a aimé, je pense que ça devrait être intéressant d'écouter le sophronisé, non? Je pense que son avis compte quand même, non? Et là, j'ai envie de vous répondre, et désolée de la brutalité avec laquelle je vais vous annoncer ça, mais non. La raison pour laquelle on ne demande pas son avis et qu'il n'est pas non plus présent le jour de l'examen, bon déjà il y a une question de confidentialité évidemment, mais hormis la question de la confidentialité, non, son avis ne nous intéresse pas particulièrement. Pourquoi? Parce que le jour de l'examen, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui compte pour l'Institut, et je pense que pour les autres écoles, alors encore une fois, je ne peux parler que de l'examen de l'Institut de formation à la sophrologie, parce que c'est le seul que je connaisse, mais j'imagine que pour les autres, ça doit être un peu pareil. Ce qui compte ce jour-là, c'est que vous puissiez montrer que vous avez appris ce qui vous a été transmis durant la formation. Et à travers votre récit, donc ce qui compte c'est forcément votre avis sur la question. À travers votre récit, le membre du jury sera à même d'évaluer si vous avez su faire preuve d'une bonne posture thérapeutique, si vous avez été dans l'adaptabilité, si vous avez su construire un protocole, si vous avez su faire, en gros, animer les séances telles qu'on vous a appris durant la formation. Et alors, est-ce que le fait que le sophronisé soit content ou pas content, satisfait ou pas satisfait, compte? Non, ça compte pas. On est ravis quand ils sont contents, on est toujours content quand à la fin ils disent « Ah c'était super », bien sûr. Mais combien même un sophronisé ne serait pas content de son accompagnement, ça ne veut pas dire grand-chose sur la qualité du sophrologue. Ça peut dire quelque chose sur la qualité du sophrologue, mais pas forcément. Parce que, je vous donne quelques exemples, imaginez, alors le sophronisé, il ne connaît rien à vos critères, aux critères d'évaluation, à ce qui fait de vous un bon sophrologue. Vous avez, encore une fois, on vous a transmis un référentiel métier, on vous a appris certaines compétences et on s'attend à ce que vous puissiez expérimenter ces compétences-là durant ces deux accompagnements. Alors imaginez que, par exemple, votre sophronisé se mette à pleurer à un moment donné, ce qui peut arriver, et il estime que vous n'avez pas été très sympa, vous n'êtes pas un très bon sophrologue parce que vous auriez dû vous lever de votre fauteuil et aller le voir et le prendre dans ses bras et l'inviter à boire un café après la séance, parce que c'est quand même la moindre des choses, vous n'êtes pas très humain si vous n'avez pas fait ça. C'est son avis. Il a le droit d'avoir d'autres attentes par rapport à votre posture, par rapport à votre comportement.
ce n'est pas le comportement d'un thérapeute, d'un accompagnant, de prendre quelqu'un dans ses bras, d'aller boire un café avec lui. Donc voyez que la déception du sophronisé ne veut pas forcément dire quelque chose de négatif par rapport au sophrologue. Même chose par rapport aux attentes de la sophrologie. Vous pouvez très bien avoir un sophronisé qui est déçu parce que vous avez fait un accompagnement pour mieux dormir avec lui et il dit qu'il est quand même très très surpris parce que moi j'ai un ami qui a fait un accompagnement avec quelqu'un d'autre et au bout de 2 séances il dormait, alors moi il m'en a fallu 12. Donc bon, je suis content, je dors maintenant, mais quand même je trouve que si c'était vraiment un bon sophrologue, j'aurais dormi en 2 séances. Non. Non, on ne dort pas, on ne prend pas un insomniaque et on n'arrive pas à radicalement changer sa situation en 2 séances, en tout cas pas avec la sophrologie. Peut-être avec d'autres techniques c'est possible, mais pas avec la sophrologie. Donc c'est encore un bon exemple qui montre que la déception du sophronisé ne veut pas forcément dire grand-chose sur la qualité du sophrologue. Et je dirais que c'est la même chose s'il est content. Un sophronisé peut, à contrario, être très content de son accompagnement alors que le sophrologue n'a pas forcément fait ce qu'il fallait. Imaginez un sophrologue par exemple, qui ne fait pas du tout preuve d'adaptabilité. Il a conçu un protocole, il garde ce protocole jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Le sophronisé, il est fatigué, on va faire des exercices de relaxation dynamique debout quand même, peu importe. Et ça se trouve, ce sophrologue qui fait absolument pas preuve d'adaptabilité, il va beaucoup plaire à ce sophronisé parce que ce sophronisé, il va se dire c'est chouette, j'avais besoin de quelqu'un qui me booste, j'aime pas trop quand les gens fassent attention à moi, je pense que dans la vie, il faut y aller, il faut se forcer et j'ai bien aimé ce sophrologue parce que j'étais fatiguée, il m'a dit qu'il fallait rester debout. Vis-à-vis de ce qu'on a appris en formation, c'est pas forcément ce qu'il aurait fallu faire. Et ça se trouve, votre sophronisé va être ravi que vous soyez un sophrologue qui booste votre sophronisé. Même chose, et ça malheureusement je l'ai déjà vu un certain nombre de fois, ça va être le sophrologue qui, par peu de connaissances encore de ces outils, va pas forcément utiliser les meilleurs exercices, va pas forcément faire une anamnèse où il y aura il n'aura pas forcément réponse à toutes ces questions, il n'a pas forcément beaucoup de ressources, il ne connaît pas les ressources du sophronisé, c'est ça que je voulais dire. Du coup, il choisit des exercices qui ne sont pas forcément les meilleurs. Il y a des exercices plus intéressants, mais en gros, pour la faire courte, il fait de la relaxation du début jusqu'à la fin. Le sophronisé n'atteint pas forcément son objectif et le sophronisé n'atteint pas son objectif et il est quand même content à la fin. Si vous lui posez la question, il va dire « je suis super content, je suis ravi » parce qu'il est plus détendu. Donc il a ressenti du bien-être à chaque séance, il s'est senti détendu, c'est quelqu'un qui était très fatigué, à l'issue de chaque séance il est moins fatigué, peut-être qu'il dort un petit peu mieux, alors que son objectif n'avait rien à voir avec son sommeil. Et si vous lui posez la question à la fin, il est content. Parce que, au bout de 8 séances, au bout de 12 séances, il se sent un petit peu mieux. Est-ce que son objectif est atteint? Non, pas du tout. Il n'a même jamais... là, dans 2 mois, dans 2 semaines, il va être face à une situation difficile qui était la situation de son objectif et il ne saura pas du tout y faire face. Il n'a absolument rien appris en lien direct avec l'objectif, mais il est plus détendu. Donc si vous lui posez la question, il est ravi et il dira que ce sophrologue, il est absolument excellent, qu'il a très bien fait son travail, alors que ce qui vous était demandé était quand même de proposer un protocole qui soit en lien avec l'objectif et de donner des outils qui soient donc une réponse à cet objectif. Donc voilà des exemples qui vous expliquent pourquoi le retour du sophronisé le jour de l'examen est pas forcément très pertinent parce que le sophronisé ne connaît pas forcément les enjeux derrière, il ne connaît pas les protocoles, il ne connaît pas les exercices, il ne connaît pas la posture du sophrologue que le sophrologue doit avoir, la posture du thérapeute. Donc
voilà, il peut avoir des impressions qui sont des impressions qui lui sont propres et on doit les respecter évidemment, mais qui ne disent pas si vous êtes un bon ou un mauvais sophrologue, si vous êtes prêt à être certifié ou pas. Donc c'est la raison pour laquelle, oui, c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas là. Ça a toujours été et ça va rester comme ça, je pense, pendant un bon moment. Voilà, j'espère que cette réflexion vous a aidé à peut-être mieux comprendre l'examen et même au-delà de l'examen, hein, parce qu'il n'y a pas que des personnes qui vont passer l'examen à l'IFS qui me regardent, il y a aussi d'autres sophrologues. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aussi permis de mieux comprendre ce qu'on fait quand on est un sophrologue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir pour moi de répondre à vos questions, à vos commentaires et à très vite pour une prochaine vidéo.